Le G7 qui veut donc bannir progressivement le pétrole russe. Bonjour Xavier. Bonjour David. Xavier est un beau économiste et directeur principal de l'OFCE. C'est la Maison-Blanche qui en a fait l'annonce, c'était hier en fin de journée. C'est une décision qui est forte, on voit là Joe Biden, une décision qui est forte d'un point de vue de la symbolique, puisque annoncé le 8 mai, évidemment, où on commémore la reddition de l'Allemagne nazie. Alors il faut... C'est déjà symboliquement, c'est important. Après, il faudra rentrer dans le détail. On se rend compte dans le détail après, le calendrier, qui contribue, qui arrête, dans quelle quantité, c'est très flou. Mais il y a une décision politique là, qui est forte. Il y a une décision politique qui est forte, qui s'inscrit dans la gradation des sanctions envers la Russie. Et donc là, avec le signal qu'un nouveau pas est franchi, donc en rajoutant le pétrole, le gros morceau en matière de sanctions, ça reste quand même le gaz, mais le pétrole peut avoir un impact relativement important. Ça rapporte beaucoup d'argent aussi. Ça rapporte beaucoup d'argent, c'est une partie importante des exportations russes. Bon, voilà, donc, enfin, on va en parler, mais oui, en tout cas, c'est un symbole assez fort que le G7 réunit tous ensemble. On sait que l'Europe a du mal à se mettre d'accord sur l'embargo à la fois du pétrole et du gaz. Le fait que là, le G7 annonce cette décision, malgré les réticences européennes, c'est un signe assez fort. Oui, après ce terme de progressivement, il a son importance, Xavier, parce qu'il est question d'interdire, de supprimer progressivement les importations de pétrole russe. Et là, on se dit que le diable se niche dans les détails. Encore une fois, le calendrier, on ne sait pas trop. On ne connaît pas les engagements, là aussi, de chacun des membres du G7 concernant ce pétrole russe. Et en même temps, vous disiez, c'est normal, puisque l'UE, pour l'instant, n'a pas encore réussi à s'entendre. Voilà, parce qu'il y a annoncé un embargo et puis ensuite le mettre en œuvre. C'est très compliqué pour un certain nombre de pays qui ont besoin des importations de pétrole. C'est très compliqué aussi pour le consensus européen. Certains pays sont opposés à l'intérieur de l'Europe, comme la Hongrie. Donc, du coup, oui, mais c'est un signal politique très fort que les pays du G7, les 7 plus grosses puissances économiques mondiales, se mettent d'accord déjà. Oui, c'est un signe important, mais en même temps, effectivement, le mot progressivement vide un petit peu de sa signification l'embargo. Alors progressivement, on ne sait pas ce que ça veut dire, on a quand même quelques indications. C'est plusieurs mois, donc c'est 6 mois, peut-être un an, et ça sera progressivement de façon différente suivant les pays. Donc certains pays pourront produire cet embargo plus lentement. Là, on parle au niveau de l'UE ou au niveau du G7 ? On parle au niveau du G7. Ah, ok. Après, au niveau de l'UE, ça laisse la possibilité à l'UE de rejoindre cette décision du en laissant G7. Plus de temps, 2023, 2024 à certains pays d'Europe de l'Est. Beaucoup plus de temps à certains pays, qui sera un moyen de leur dire, en fait, vous ne faites pas l'embargo, et nous, on le fait, quand même, et malgré vous. Pourquoi ça patine toujours ? Par exemple, je pense à l'Europe, encore une fois, au niveau européen. Qu'est-ce qui patine ? C'est parce que quelques pays qu'on peut comprendre qui sont excessivement dépendants des hydrocarbures et du pétrole russe n'ont pas de solution. Et on peut les comprendre aussi, non ? Ça patine parce que si vous voulez faire un embargo, il faut le limiter. Il faut limiter la demande de pétrole à court terme, et donc ça veut dire organiser du rationnement. Or ça, aucun des pays européens ne veut aujourd'hui se lancer dans une politique de rationnement quantitatif en disant, je sais pas moi, le nombre de litres que vous pouvez prendre pour votre voiture est limité, vous avez droit à un nombre de litres par mois, on interdit la circulation des autos certains jours de la semaine, voilà, donc tout un tas de restrictions d'utilisation de la voiture en particulier, qui permettrait de réduire la demande et qui permettrait de se passer de ce pétrole. Parce que si on ne fait pas ça, et qu'on maintient une demande élevée, cet embargo il conduit surtout à une montée des prix du pétrole. Et cette montée des prix du pétrole, elle est très difficile pour les pays européens à vivre sur le plan social, avec des conséquences qui sont importantes. Je fais un petit bond en avant dans l'interview, puisque le prix du pétrole, le cours du pétrole, je voulais vous en parler, ça n'a eu aucun effet. Aucun effet, cette décision, cette annonce de se passer progressivement, encore une fois, du pétrole russe par le G7, encore une fois, 7 pays les plus puissants dans le monde, sur le cours du pétrole, ça n'a aucun effet, comme si les marchés n'y croyaient pas. Comme si les marchés avaient bien compris que le progressivement, pouvait durer longtemps. Surtout, ce que veut dire le progressivement, c'est que c'est les pays qui s'engagent à faire cet embargo vont trouver d'autres solutions que du rationnement quantitatif. Et c'est quoi ces solutions d'ailleurs ? Alors, ces solutions, c'est probablement jouer sur la hausse de la production. Et là, les États-Unis sont clés. Heureusement qu'ils sont là pour le gaz et pour le pétrole. Et donc, effectivement, ça va être par la production de pétrole de schiste qu'ils peuvent apporter des quantités supplémentaires. Qui pose d'autres questions pour la planète d'ailleurs, mais ce n'est pas le sujet du jour.
Ah oui, ça c'est en termes de dépendance aux fossiles et en termes de comment on met en œuvre une stratégie pour s'en passer. Et l'impact écologique aussi. Et l'impact écologique spécifique du schiste américain. Bon, en même temps, le pétrole russe, il n'est pas propre non plus, hein, David. Donc, c'est vraiment entre deux mots. C'est pas le sujet. C'est pas vraiment le sujet. Mais bon, voilà. Donc, c'est probablement l'idée d'arriver à avoir des sources d'approvisionnement et une hausse de la production. Par ailleurs, donc là, il y a un intense travail diplomatique des États-Unis sur tous les pays producteurs pour qu'ils produisent plus, avec la montée en charge de la production américaine, qui peut arriver à permettre de passer le cap de ce point de vue-là. On peut être surpris en tout cas que les marchés ne soient pas plus effrayés que ça et qu'on n'ait pas eu un bond au niveau du cours. Si on nous avait dit il y a 3 mois, un embargo du G7 sur le pétrole russe ne ferait pas monter. Bon, il y avait une grille il y a 3-4 mois, le pétrole n'était pas à 110 $. Non, mais c'est ça, c'est-à-dire que le pétrole a déjà monté, il a déjà intégré en quelque sorte un embargo. Et là, aujourd'hui, les nouvelles qui arrivent ne sont pas des nouvelles qui viennent accélérer le calendrier tel qu'on pouvait l'anticiper. Donc, du coup, ça ne se traduit pas dans les prix des marchés. Cette stratégie de sanctions progressives et graduelles pour les marchés, c'est déjà intégré dans les prix. Et du coup, ça ne change pas grand-chose. Ça peut mettre la pression, quelque part, sur les pays réticents, récalcitrants d'Europe, pour avoir justement sa partie, on le disait, du côté d'un accord pour avoir un embargo progressif européen. Ça peut mettre la pression sur les États membres qui, on pense évidemment à la Hongrie, mais pas seulement, pour voir que le G7 s'est mis d'accord, même si ça reste une question de principe. Encore une fois, on manque de précision sur le calendrier et sur les modalités. Oui, bien sûr, ça met la pression dans les opinions publiques. Ça met la pression aussi parce que il faut un peu choisir son camp entre ceux qui font l'embargo et ceux qui ne le font pas. Donc ça oblige la Hongrie était dans une position où en fait, comme il y a besoin de l'unanimité en Europe, on lui dire moi je vais m'abstenir et donc ça va suffire. Malgré les dérogations qui ont été proposées par la Commission européenne. Malgré les dérogations, là pour le coup, la Hongrie va devoir s'opposer au G7. Et donc, c'est beaucoup plus compliqué pour la Hongrie de dire non, on n'est pas d'accord avec le G7 et nous, on ne veut pas d'embargo. Donc, ils vont être obligés d'accepter un embargo des autres pays, plus des concessions vis-à-vis de leur consommation. Et donc, voilà, mais ça met évidemment une grosse pression diplomatique sur l'ensemble des partenaires. Avant de se quitter, pour l'économie russe, encore une fois, cette annonce, c'est pas vraiment un coup dur, c'est... Disons, c'est un peu le paradoxe de ces sanctions progressives, c'est-à-dire que ça permet aux pays qui font l'embargo de s'adapter lentement et progressivement et de trouver des moyens. Côté russe aussi. Mais ça permet aussi à la Russie d'envisager des solutions alternatives. C'est quoi les solutions alternatives pour la Russie aujourd'hui ? C'est de vendre son pétrole à l'Inde et à la Chine. Il y a largement de quoi absorber la production de pétrole. La Chine qui ralentit sévèrement quand même à court terme. Oui, mais là, on parle c'est pas la variation de l'activité en Chine qui compte. Là, c'est les montants totaux de pétrole que la Chine consomme. Premier consommateur au monde. Premier consommateur au monde. Et on sait que l'Inde achète aujourd'hui du pétrole russe avec un discount d'à peu près $25. Donc, c'est difficile de refuser une offre de ce type-là quand le prix du pétrole est très élevé. $25 de réduction, c'est quand même un quart du prix. C'est une réduction importante. Et donc là, voilà. Je pense que ça permet à la Russie de repenser sa logistique, qui est un petit problème en matière de pétrole. Il faut trouver des moyens de transport, il faut trouver des ports, il faut trouver des clients. Il y a des contrats qui sont généralement des contrats qui ne sont pas à court terme. Donc il faut mettre tout ça en place. Mais voilà, si on dit à la Russie, il y aura un embargo des pays du G7 dans 6 mois ou dans 1 an, ça laisse largement le temps à la Russie de trouver des nouveaux clients, de définir des contrats. Mais à court terme, ce n'est pas un coup dur, encore une fois, pour l'économie russe? Non, ce n'est pas un coup dur. Bon, en plus, je pense qu'aujourd'hui, la Russie est un peu au-delà de ce genre d'effet d'annonce. Donc, à moins de quelque chose de véritablement très très fort, c'est-à-dire un embargo immédiat sur l'ensemble des hydrocarbures, à moins qu'il y ait ce genre de mesures, oui, la Russie passe à travers sans trop scier. Merci beaucoup. Explication signée Xavier Timbaud, économiste et directeur principal de l'OFCE. Merci Xavier. Merci David.